Salam alaikum. Soyez les bienvenus chez vous. Monsieur Hamadou, rapprochez-vous du micro. Oui, petite présentation. Donc, c'est Monsieur Hamadou. On est ancien cadre de l'administration fiscale, conseiller fiscal, expert judiciaire et enseignant à l'université. Donc, je suis accompagné par mon assistante, mademoiselle Ehadaden. Donc, la problématique, c'est la loi de finances 2023, ce qu'elle apporte de nouveau pour les officines pharmaceutiques. Nous allons donc vous rappeler déjà ce qu'on avait fait hier. Hier, donc, on était là, on avait fait une communication, on avait parlé de marge bénéficiaire qui va être réduite. Nous avons parlé également du seuil de déductibilité de l'IRG et de TVA, taux d'amortissement, le calcul de l'IRG. Nous avons également parlé du traitement fiscal des majorations et ristournes, prise en charge sur le plan fiscal des périmés, et enfin les incidences sur le plan fiscal des ristournes et remises. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer à présenter les éléments de la loi de finances, qu'elle soit 2022 ou 2023. Donc, tout d'abord, on parlera du relèvement du seuil du droit de timbre, changements intervenus en matière de contrôle fiscal et contentieux. Vous allez voir qu'il y a des changements assez importants. On rappellera les cas d'optimisation fiscale. Également, on rappellera les obligations fiscales des pharmaciens. Et enfin, on parlera de l'importation des véhicules pour une disposition diverse, donc nous allons un petit peu commenter. Voilà ce qu'on va faire donc pour aujourd'hui. Le relèvement du seuil du droit du timbre, vous le savez, antérieurement à 2023, quand on paye en espèces, le montant donc, du timbre était limité à 2500. Donc, suite à l'harmonisation qui est intervenue en matière TVA et en matière d'impôt direct, le seuil a été porté à 1 million de dinars, ce qui veut dire que maintenant, si vous achetez des biens et que vous payez en espèces, le timbre peut aller jusqu'à 10 000 dinars et non plus de 1500 comme maximum. Allez-y. Donc, voilà un exemple des cas pratiques pour... je prends par exemple pour 200 000 dinars. Pour 200 000 dinars, je fais un versement bancaire. Nous l'avons dit hier, les versements bancaires sont considérés comme des chèques, comme des virements. Donc il n'y a pas de timbre à payer. Pour 1 200 000, je paye en espèces. Le maximum ici sera de 10 000 dinars. Alors que si c'était l'ancienne loi, vous payerez uniquement 2 500 dinars. Voyons maintenant les changements intervenus en matière de contrôle fiscal et de contentieux. En contrôle fiscal, il y a un changement important qui va intervenir au niveau des vérifications approfondies de la situation fiscale d'ensemble. Mais en attendant, donc, vous devrez savoir que le contrôle sur pièce, c'est un contrôle qui se fait au niveau du bureau de l'inspecteur et vous avez des délais de réponse. À chaque fois qu'il y a un problème, vous devrez dans un délai de 30 jours répondre. On doit respecter la procédure contradictoire, c'est-à-dire que quand il y a un redressement, il faut absolument qu'il y ait des justifications, ou bien il faudrait que l'inspecteur justifie son redressement. Voilà. Vérification générale de comptabilité, vous la connaissez, c'est un contrôle qui se fait sur 4 années et qui concerne tous les impôts, des fois même sur 6 ans quand il y a des manœuvres frauduleuses qu'on va voir un peu plus tard. Les facteurs provoquant un contrôle, si vous voulez, de type vérification de comptabilité, c'est la dissimulation, c'est les marges inférieures à un certain temps. À l'époque, avant 2023, c'était, rappelez-vous, 20%. Donc tout cela apporte donc une programmation, il provoque une provocation donc à une vérification de comptabilité. Vous avez la vérification ponctuelle de comptabilité qui est une petite vérification de comptabilité. Elle concerne une année ou deux, elle concerne un impôt
ou deux, les règles sont les mêmes que la vérification de comptabilité. Vous avez la vérification approfondie de la situation fiscale. C'est quoi en fait cette vérification? C'est une vérification qui est très difficile pour le contribuable. Ça commence par l'achat d'un bien immobilier ou un fonds de commerce. Vous n'apportez pas la preuve d'où vous vient cet argent. Automatiquement, vous êtes donc programmé pour une vérification et toute la différence que vous n'arrivez pas à justifier vous sera rappelée sous forme d'IRG. Le changement intervenu au niveau de la loi de finances pour 2023, c'est que maintenant le contrôle devient plus difficile quand on vérifie quelqu'un à la VASP et quand il y a des erreurs, des anomalies dans la comptabilité, automatiquement, on va vous imposer également à l'ISF, à l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune, donc, c'est un impôt supplémentaire qui va faire l'objet, donc, pratiquement de taxation. Vous voyez devant vous l'imprimé qu'on vous donne quand il y a une VASP qu'il faut donc remplir de manière à vérifier est-ce que vous avez les moyens d'acheter au moment où vous avez acheté. Donc si vous n'avez pas les moyens d'acheter, il faut toujours se poser cette question. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter, il faut retarder peut-être l'achat et trouver des solutions, aller à la banque ou bien chez le notaire pour faire des reconnaissances de dette par exemple. Voilà donc ici le rappel de l'article 28 non-IS du code des impôts directs et qui parle du barème de l'ISF dont je vous ai parlé. Voilà le barème. Donc non seulement vous subissez un redressement en matière d'IRG, mais également un impôt qui s'appelle l'impôt sur la fortune. Et l'impôt sur la fortune deviendra après annuel, il ne s'arrêtera jamais, alors que la vérification approfondie, elle se limite à 4 années. Quels sont les autres types de contrôle? C'est le contrôle des transactions immobilières. Vous avez acheté, vous n'avez pas déclaré suffisamment, donc vous êtes redressé. Vous avez un droit d'enquête, ça se fait généralement, on contrôle les stocks. Vous avez également le droit de visite, ça c'est un peu spécial à des gens qui fuient l'impôt, qui ont des laboratoires, qui ont chez eux des ateliers, ils ne les déclarent pas. Et la flagrance fiscale, c'est quand on est vérifié, on sait qu'il y aura beaucoup d'impôts à payer et on fuit donc en transmettant les biens à des personnes proches. Contentieux fiscal, je vais être très rapide. Ça, c'est un peu le domaine du comptable ou du conseiller fiscal. Donc, vous avez le recours préalable, c'est devant l'inspecteur. Ça veut dire que je conteste la proposition de l'inspecteur des impôts. J'écris à son supérieur hiérarchique pour demander éventuellement l'annulation ou la réduction. On parle de sourcil légal de paiement qui redevient maintenant 20% au lieu de 30%. Vous avez le recours également. Allons-y. Vous avez le recours devant les commissions. Le recours devant les commissions, il y a 3 commissions. Commission de wilaya, commission régionale et enfin la commission centrale. Tout dépend du montant contesté. Hein. Donc les petits recours, ils relèvent de la commission de recours de wilaya. Allez-y. Le recours juridictionnel, là c'est plus compliqué, c'est plus technique, c'est au niveau de la justice. Et au niveau de la justice, vous ne pourrez pas plaider, ce sera un avocat qui va le faire à votre place. Et donc, vous voyez qu'on a institué cette année, soit au niveau de la loi de finances pour 2023, ou bien par décret, en décembre, on a créé un tribunal administratif d'appel. Vous voyez la consistance territoriale de toutes les... au niveau de chaque wilaya, vous allez voir donc dans quelle circonscription vous relevez. Allez-y. Voilà l'organigramme de la justice maintenant. Vous commencez par le tribunal administratif, vous gestez en justice, là, par exemple, l'administration fiscale ou les domaines, par exemple. Vous passez automatiquement au tribunal administratif d'appel, chose qui n'existait pas avant.
Et enfin, pour aboutir plus tard, si vous êtes débouté, vous allez donc saisir le Conseil d'État. C'est la nouveauté de cette année. Le contentieux du recouvrement, c'est quand je conteste une procédure du receveur des impôts qui m'a saisi ou qui m'a appliqué des pénalités à tort. Dans ce cas, je vais écrire au directeur des impôts et si ça ne marche pas, vous avez un délai de 2 mois, si ça ne marche pas, je vais aller directement devant la justice, devant le tribunal administratif. Le contentieux répressif, là c'est quand vous avez fait des manœuvres frauduleuses, vous avez fraudé la loi, vous avez donc triché, automatiquement il y a des sanctions très sévères qui s'abattent sur vous. Ce sera un dépôt de plainte au niveau du tribunal répressif. Généralement, ça donne toujours de la prison dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que c'est des manœuvres frauduleuses. Recours gracieux, par contre, recours gracieux, c'est quand vous avez fait une erreur, vous demandez après à ce qu'on vous enlève les pénalités, on vous réduise les pénalités. Donc il y a 2 procédures. Vous avez le gracieux pour lequel vous écrivez au directeur des impôts, c'est les sous-directeurs qui se réunissent pour traiter votre affaire, et vous avez une autre procédure plus intéressante qu'on appelle la remise conditionnelle. Elle est automatique, c'est la loi qui la prévoit. Vous payez la totalité de votre redressement, on vous restitue 95% des pénalités que vous avez déjà initialement payées. Donc c'est très intéressant. Rappel des cas d'optimisation fiscale, chaque fois on le relève. Oui. Alors, vous avez plusieurs cas. Vous avez la prise de participation dans le capital de société. Vous rentrez dans une société, vous investissez par exemple 1 million de dinars, vous ne payerez pas sur le 1 million de dinars en matière d'IRG. Voilà, vous avez des conditions bien sûr, il faut libérer les parts sociales, les conserver pendant 5 ans. Un abattement de 30%, vous le connaissez, c'est une ancienne disposition. Vous réinvestissez, vous achetez du matériel pour votre pharmacie, vous avez un abattement ou une réduction de 30%. Elle est assez intéressante, il y a beaucoup qui en profitent, beaucoup de pharmaciens qui en profitent. Les éléments de faible valeur, là aussi j'ai remarqué que les pharmaciens ne l'appliquent pas. C'est quoi un élément de faible valeur? C'est quand vous achetez un bien d'investissement, vous avez le droit de directement le déduire au lieu de faire un amortissement. Donc c'est valable pour tous les biens dont la valeur ne dépasse pas 60 000 dinars par année. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour optimiser. Et quand je dis optimiser, c'est bien sûr économiser. Vous avez le traitement fiscal de la plus-value de cession professionnelle. Là aussi, vous avez la possibilité de ne pas payer en vendant un élément de l'actif. Il suffit de faire une demande de réinvestissement et vous avez le temps, vous avez 3 ans pour pouvoir réinvestir. Donc, vos comptables, malheureusement, ici, ne connaissent pas cette technique de l'article 173 du Code des impôts directs. Vous ne payerez pas et vous avez le temps de réinvestir pendant un délai de 3 ans. Traitement fiscal du leasing, là aussi, il faut distinguer 2 situations. Vous avez les véhicules de tourisme, et vous avez les autres éléments amortissables dans une officine pharmaceutique. Pour les véhicules de tourisme, il faut savoir que maintenant, vous avez la possibilité, si vous achetez un véhicule tourisme, vous avez la possibilité de déduire jusqu'à 200 000 dinars par année, chose qui n'était pas possible auparavant. Jusqu'à 200 000 dinars par année. Vous avez, pour les autres biens, on déduit les loyers, quel que soit. Vous achetez un véhicule, une camionnette par exemple, vous avez le droit de déduire la totalité des loyers. Alors là aussi, voilà un cas aussi assez intéressant, l'imposition commune. C'est quoi en fait l'imposition commune? Ce sont par exemple 2 pharmaciens, donc un pharmacien et une pharmacienne qui décident d'opter pour une seule imposition. Là, vous pouvez économiser 10%. Il y a un petit exemple qu'on va voir tout de suite. Voilà, pour le faire, voilà l'imprimé à remplir, c'est le G1, c'est la déclaration annuelle que vous faites chaque année, la déclaration blanche qui accompagne le G50.
Il suffit de remplir ce cadran pour pouvoir avoir une seule imposition. Mais attention, attention, vous allez voir les cas pratiques qui suivent. Alors, voilà le premier cas qui s'affiche. Il s'agit donc d'un pharmacien qui a 7 millions de dinars et de son épouse qui a 8 millions de dinars, ce qui donne au total 1,5 million de dinars. Nous allons voir, est-ce que c'est intéressant d'opter pour un cas pareil? Vous voyez, donc l'imposition commune, on la calcule, vous avez tous ces chiffres qui sont calculés d'après le barème. Ça donnera un impôt de 4 487 400 en une seule imposition. Vous remarquerez qu'on a appliqué un abattement de 10% initialement. On continue. Alors, l'imposition séparée, regardez bien, l'imposition séparée, vous avez l'époux qui a 7 millions de dinars, et c'est ça, 7 millions de dinars, et l'épouse qui a 8 millions de dinars, ça vous donne un total de revenus de 4 774 000. Regardez bien que ça va donner quand vous faites deux impositions séparées. À la fin, vous voyez, vous avez, avant l'optimisation, ça vous donne un impôt à payer de combien? 2 562 000. Alors, regardez bien la différence. Vous avez plus exactement 287 400 d'économies à faire. Donc, dans un cas pareil, il vaut mieux opter pour cette imposition commune. Mais dans les autres cas, si c'est des petits chiffres, n'optez pas parce que ce n'est plus intéressant. Et c'est là, donc on le voit ici dans le deuxième cas. Donc c'est 2 millions pour l'époux et 1,5 million pour l'épouse. Ça donne 3,5 millions. Vous faites le nécessaire, vous trouvez un impôt de 3 150 000. On applique le barème, etc. Allez-y, vas-y. Ça nous donne, regardez bien, on paye plus d'impôts plutôt on paye moins d'impôts avec l'imposition séparée. Et on paye plus avec l'imposition commune. Donc il faut faire très attention à ce choix que vous faites. Un rappel des obligations fiscales, je vais aller très rapidement. Alors pour les officines pharmaceutiques, vous avez la déclaration GC compte qu'il faut faire chaque mois, vous le savez. La sanction, c'est 15% à 35% de pénalité. Impôt sur le revenu, vous avez l'acompte provisionnel. Et là, j'insiste, faites attention, l'acompte provisionnel. Il n'y aura plus d'acompte provisionnel suivant les avertissements fiscaux qu'on vous envoie. C'est à vous de faire l'acompte provisionnel, par exemple, de mars et de juin prochain. Il n'y a plus donc d'imprimé de l'administration fiscale. Il faut absolument donc s'adapter à la nouvelle situation. Les acomptes, voilà un modèle. Quand vous payez plus, il y a un modèle. Il faut savoir écrire à l'administration, soit pour demander un remboursement d'acompte ou bien d'excédent, ou bien tout simplement vous annulez un acompte quand il n'est plus nécessaire de le payer. Très rapidement, le rappel, c'est la base de calcul de l'acompte provisionnel, c'est l'impôt de l'année passée fois 30%. Bien sûr, vous avez le mois de mars et le mois de juin. La sanction, faites attention, elle a changé, ce n'est plus 10% comme auparavant. La sanction, elle peut aller jusqu'à 25%, donc attention au retard. Allez-y, vous passez, voilà, c'est ce que je disais. Ça, c'est l'imprimé que vous recevez avant, il n'existe plus maintenant cet imprimé. Allez-y. Vas-y. Alors, quelles sont les autres obligations? Très rapidement, là plutôt ici, donc c'est le bilan, c'est le dépôt de bilan, plus tard le 30 avril, n'est-ce pas? Vous avez les pénalités 10, 20 et 25 et jusqu'à 35% si vous mettez plus, donc si vous êtes taxé d'office. Le solde de liquidation, cette année vous allez le faire, ce n'est plus comme avant. Le solde de liquidation, c'est vous voulez, c'est au 20 mai, vous devez faire vous-même la liquidation au niveau du receveur des impôts. Vous allez payer votre impôt suite au dépôt de votre déclaration. Vous paierez l'impôt tout en déduisant l'acompte provisionnel que vous avez payé en décembre passé parce que vos comptables vous ont demandé de payer l'année passée double acompte. Les acomptes de
de mars et de juin, et en fin d'année, on vous a demandé de payer également, au 31 décembre, de payer des acomptes. Alors, les acomptes de mars et juin concernaient 2021, alors que ceux de décembre 2022 concernaient 2022. Donc, en 2023, vous allez encore payer les acomptes professionnels et qui seront déduits de 2023 plus tard. Alors, la souscription de l'EURA, c'est technique, c'est vos comptables qui le savent, donc ils doivent le remplir au plus tard le 20 mai. C'est un document qui vous permet, qui permet à l'administration fiscale de voir est-ce qu'on va vous vérifier ou pas. On appelle ça l'EURA, état récapitulatif annuel. Demandez à votre comptable des explications parce que c'est très important. Il suffit qu'il fasse des erreurs et ça donne une programmation à la vérification de comptabilité. La déclaration de séance, c'est quand on cesse l'activité, on n'a que 10 jours pour la faire. Et en cas de décès, c'est bien sûr, c'est 6 mois. Taxe de formation, ça parle beaucoup de taxe de formation. Vous n'êtes pas concerné par la taxe de formation professionnelle parce que vous n'avez pas atteint 20 salariés. Mais par contre, vous êtes concerné par la taxe d'apprentissage qui est de 1% sur les salaires. Donc, normalement, au 20 février, vous devrez payer. Exceptionnellement, on a reporté jusqu'au 20 mars prochain. Demandez à vos comptables pour la faire. L'imprimé est maintenant existe. Tout y est. Il y a l'arrêté, il y a tout qui a été fait. Il y a même une circulaire récente qui est sortie, donc qui explique la manière. Voilà. Elle date du 14 février 2023. Allez-y. Importateurs et grossistes. Hier, donc, il y avait des producteurs qui avaient assisté à notre communication. Là, ça concerne les grossistes et importateurs. Il y a une nouvelle obligation par la loi de finances pour 2023. Ils doivent communiquer des états. Oui. Alors, donc, c'est une obligation nouvelle. Une obligation nouvelle. Donc, à la charge des producteurs et grossistes, vous devrez communiquer les renseignements au niveau donc, du ministère de tutelle de manière à faire face aux diverses pénuries qui existent. Donc, ça c'est un peu l'objectif recherché. Donc, c'est que le produit puisse être présent, puisse être disponible dans toutes les régions d'Algérie. Il y a des sanctions sévères, vous les voyez, application d'une amende de 1 million de dinars en cas de manquement, donc à ces obligations. Il y a application également d'une pénalité qui est fixée à 10% du chiffre d'affaires prévisionnel. Vous devrez faire très attention. Hier, il y a quelqu'un qui m'avait dit que ce texte a été suspendu. Il n'est pas suspendu, sauf que l'application de ce texte nécessite un texte réglementaire qui n'est pas encore sorti. Allez-y. C'est les sanctions, donc c'est bon. Allez-y. Ça, c'est les objectifs donc, c'est pour faire en sorte que le produit ne manque pas sur le marché. Donc, il faut transmettre tous les stocks, périodiquement, bien sûr. Assurance CatNat, c'est l'assurance catastrophe naturelle. C'est une obligation, vous ne la connaissez pas, mais elle existe. Exceptionnellement, peut-être cette année, on va vous l'exiger pour déposer votre bilan. Faites attention avec les événements en Turquie et en Syrie. On peut vous réclamer donc le paiement de l'assurance catastrophe naturelle pour déposer le bilan. Et si vous ne le faites pas, il y a des sanctions. D'abord, on vous refuse le dépôt de bilan et en même temps, il y a une amende à payer qui se calcule sur le montant de la police d'assurance. Allez-y. Importation de véhicules, ça c'est pour tout le monde, hein, y compris les pharmaciens. Donc il faut savoir qu'il y a 2 dispositions assez intéressantes dans la loi de finances pour 2023. Vous avez l'importation des véhicules automobiles dans le cadre des avantages fiscaux. Et quand je dis avantages fiscaux, c'est les anciens moudjahidines, donc avec les licences d'importation et les invalides, bien sûr. Donc, on vous donne, il y a des abattements. Donc, l'importation, maintenant, nécessite le paiement des droits de douane et de la TVA, sauf qu'il y a des abattements de 80%, 50% et 20% en fonction de la cylindrée, bien entendu. Voilà. Oui, vous remarquerez que dans le cadre des dispositifs d'exonération,
le diesel est admis. Dans l'autre disposition, on verra que ce n'est pas admis d'importer un véhicule diesel. Allez-y. Importation de véhicules automobiles par les particuliers que nous sommes. C'est tout le monde ici. C'est en dehors des invalides de la guerre de libération. Là, vous avez donc la même règle, si vous voulez, sauf qu'il y a des difficultés. Là, on vous dit, tous les 3 ans, vous avez la possibilité d'importer un véhicule âgé de moins de 3 ans. Alors, vous avez donc ici, là aussi, des catégories. Vous avez un abattement de 80%. Qui dit abattement, ça veut dire réduction. 80%, 50% et 20%. Vous remarquerez que le diesel n'est pas admis ici. Donc, il faut faire attention. La disposition n'est pas encore applicable. Il y a un texte d'application qui manque. Les objectifs, bien entendu, ici, c'était de faire face à la demande. Le parc automobile algérien est complètement dépassé. Il faut absolument changer. Je vous remercie.